J'étais devenue, pour moi, j'étais devenue la honte de la famille. J'étais devenue celle qui a fait ce qui est tellement moche. J'ai sali le nom, la réputation. Et c'était dur. C'était dur, je me sentais coupable. Je me sentais coupable. Et c'est comme s'il y avait une tache en moi que je ne pouvais pas nettoyer. Alors je me suis réfugiée encore dans la religion, encore plus. Parce que il fut un temps où quand je n'étais pas à fond dans l'islam, de temps en temps, je voulais accompagner ma mère à la messe. Et mon père avait pris un prof coranique pour m'apprendre les bases de l'islam, les rudiments de l'islam. Donc je savais faire mes prières, je savais faire mes rakas, je savais faire tout. Et là, au fait, quand ce drame m'est arrivé, ah ben alors là, j'étais devenue une grande croyante, une pieuse. Je faisais mes prières, je faisais mes 5 prières, je faisais même plus encore. Je rajoutais et je demandais pardon. Je prenais mon chapelet, je demandais pardon à Allah, pardon pour ce que j'ai fait, pardon d'avoir blessé, pardon pour ce que j'ai fait, pardon. Et c'était jamais assez. C'était jamais assez, c'était jamais assez. Et je m'en voulais. Du coup, comme je disais, mon père, il a été nommé, on est parti en Tunisie. Et arrivé là-bas, c'est comme s'il y a eu un gros déni collectif de la famille. Plus personne n'en parlait. Ma mère même, elle m'avait interdit d'en parler à quelqu'un. Parce que c'était la honte de la famille. Et comment j'ai pu faire ça avec un domestique? C'était la honte. Je disais rien, mais j'étais devenue boulimique. Je mangeais, je me faisais vomir. Avec d'autres choses honteuses. De la Tunisie, on est parti après en Chine. Et là-bas, en Chine, je me faisais aussi vomir un peu. Et plus tard, au fait, par rapport à mon parcours scolaire, ils ont jugé bien de m'envoyer en France. Donc les parents sont restés en Chine. Et moi, je suis venue en France toute seule. Et comme il y a le petit frère de mon père qui est ici, en région parisienne, ils ont jugé plus bénéfique pour moi que je sois en province, pas très loin de Paris, à 1h30, maximum 2, et que je sois dans un internat. Et principalement les bonnes sœurs. Parce que les sœurs, elles sont fermes, elles ont de la poigne, il y a de la rigueur. Comme ça, je ne vais pas faire n'importe quoi. Et qui gardent les week-ends aussi. Il y a un internat pour filles. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des garçons. Parce que vu que j'ai eu un enfant déjà, faut pas. Et ça, je l'ai très très mal pris. Je me suis dit, mais mes parents, je leur ai jamais expliqué ce qui s'est passé. Ils me prennent pour qui? Pour une fille qui court derrière les hommes ou quoi? Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas que je n'étais pas consentante. Ils ne savent pas que... Et toute seule, dans cet internat, tout est revenu à la surface. Et je suis devenue dépressive, sans m'en rendre compte. Je pleurais et je pleurais tous les soirs. Et je me levais, j'avais des crises d'angoisse. C'est comme si j'entendais les cris de mon enfant. Et je me dis, mais il est où? Et quelle mère je suis? Je suis une mère indigne. Quelle mère peut accoucher et laisser son enfant? Je ne l'ai même pas pris, je ne l'ai même pas porté, je ne l'ai même pas allaité. Et si on lui avait fait du mal? Et s'il était mort? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je pleurais. Et je prenais ma natte de prière. Et je demandais à Allah de m'aider. Je demandais à Allah de me pardonner. Je n'allais pas bien. Je n'allais pas bien. Je souffrais. Je pleurais. Et pourtant, de manière extérieure, le lendemain, je me lève, je vais à l'école. Et là, on peut dire, ah, c'est la fille d'un diplomate. Elle est bien. Parce que de l'apparence, j'avais tout, en fait, pour être heureuse. Mais ce drame avait détruit ma vie. Je n'étais pas heureuse. Et même quand je partais en boîte,
Je dansais, je dansais, je dansais. Il fallait que alors on me remarque au milieu de la piste. Et mon but, c'était d'attirer les regards et de séduire. Et quand les hommes venaient, je les repoussais. Et pour moi, c'était comme une manière de me venger. Je me disais, ben, le premier, je n'ai pas pu le repousser. Alors vous ne mourrez pas. Et c'était une autosatisfaction, comme le fait de sentir que je plais, mais on ne mourra pas. Et maintenant, dans cet internat, j'ai rencontré une fille. C'était une femme qui s'appelait Denise, qui était de la Côte d'Ivoire, qui disait qu'elle était chrétienne. Mais je ne comprenais pas sa chrétienté, je ne comprenais pas parce qu'elle se disait chrétienne, mais je ne la vois pas avec des chapelets, je ne la vois pas avec des statues, je ne la vois pas avec tout ça. J'ai dit, mais toi, tu es quoi comme chrétienne? J'ai dit, moi, les chrétiens, je les connais, ma mère est chrétienne. J'ai dit, ma mère, elle est chrétienne, voilà, il y a la croix, il y a la Vierge Marie, il y a tout ça, il y a les chapelets et tout. Mais toi, je viens dans ta chambre, il n'y a pas tout ça, tu es là juste avec une Bible, tu dis, tu es chrétienne, mais c'est quoi ça? Je ne comprenais pas. Mais d'elle se dégageait une telle sagesse, une telle paix, un tel calme. Elle avait l'air d'être... C'est comme si rien ne pouvait la troubler, quoi. Il y a quelque chose qui se dégageait d'elle. Je ne comprenais pas. Et moi, j'étais là, je pleurais tous les soirs dans ma chambre, j'allais pas bien. Alors, il y a eu un moment où je me suis dit, je vais peut-être lui parler un peu de... Parce que je ne parlais pas, hein. J'ai décidé de briser le silence. Alors, je lui ai parlé un peu de ce que j'ai vécu. Et je lui disais aussi les choses honteuses que je faisais, notamment la boulimie et tout ça. Et elle ne m'a pas jugée. Elle m'a dit, oh, mais essaye de ne plus refaire. Ça va aller. Ça va aller. Et je demandais à Allah de m'aider. Je demandais à Allah de m'aider. Et quand j'essayais d'arrêter, j'arrivais pas. J'arrivais pas. Un jour, c'était trop pour moi. J'arrivais pas. C'était plusieurs fois par jour. Et ma conscience me montrait que je sais au fond de moi que ce que je faisais, c'était pas bien. Et il y avait 2 autres filles aussi, qui étaient du Bénin, qui sont venues dans cet internat. Alors on s'est liés d'amitié et on mangeait ensemble parce que on était toutes éloignées de nos familles. Hein. Donc ce qui nous a rassemblés, c'est les plats africains. J'étais une bonne mangeuse, j'aimais les bons plats, même si je partais me faire vomir. Donc du coup, on avait décidé de faire des repas en commun. On achetait, on faisait les courses. C'était moi-même, j'avais eu cette idée. On fait un pot commun au niveau financier et on fait des bons plats du pays. Donc j'avais hâte. Et tous les week-ends, on faisait ça. J'ai commencé à me rapprocher de ces filles. J'ai commencé à me rapprocher de Denise. Mais les jours où on devait faire nos grands plats, là, les week-ends et tout ça, il y a des jours où elle ne voulait pas manger. Elle participait des fois financièrement, mais quand on dit qu'on va manger, elle dit non, elle jeûne. Ça avait le don de me mettre dans une colère, mais une grande colère. J'ai dit, mais attends, tu as 6 jours, 5 jours pour jeûner. Le week-end, là, quand on veut faire nos repas, c'est là que toi, tu veux jeûner. Et tu ne jeûnes pas, hein. Tu vas manger. Et il y a eu des fois où vraiment, je demande pardon au Seigneur, mais je l'ai fait descendre de son jeûne. Je dis, mais tu jeûnes pourquoi? Là, tu ne peux pas jeûner lundi, mardi ou les autres jours. Là, tu sais que c'est le jour où tu vas jeûner pour aller où? Tu ne jeûnes pas, hein? Voilà. Et elle était toujours calme. Elle disait, oh, mais Geneviève, toi aussi. Mais jamais je l'ai vue fâchée. Jamais. Et même, elle faisait des trucs, quand je disais, oui, je vais aller en boîte, mes tenues, elle dit, non, mais toi aussi, t'es pas une sardine, qu'est-ce que tu allais faire en boîte comme ça? Mais je dis, oh, mais toi aussi, tu sais quoi? Et on était là, on se chamaillait, on se charriait un petit peu, mais c'était bon enfant. Mais jamais elle est venue me dire, oui, ce que tu fais, c'est un péché, tu vas aller en enfer. Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours vu une épaule, une oreille qui était là. Et un soir, elle est venue
parce qu'elle a vu ma souffrance. Elle est venue avec sa Bible à la main dans ma chambre. Bon, bah, je l'ai laissée rentrer. Hein. Et puis elle s'assoit, elle dit oui, est-ce que tu sais, tu connais Jésus, tout ça. Je l'ai arrêté tout de suite. Il dit attends un peu. Parce que je souffre là. Parce que je t'ai raconté mes problèmes. Tu vas venir me parler de ton Jésus. Tu crois que moi je vais me convertir à cause de ça là? Il dit non, tu peux partir. Je ne t'autorise pas à me parler de ça. Il dit je suis musulmane. Mon père est musulman. Et je resterai musulmane. C'est parce que j'ai des problèmes que tu vas venir me parler de ça. Et je l'ai tellement mal parlé. Je l'ai rembarré. Et pendant plusieurs jours, je ne sais même pas si ce n'est pas plusieurs semaines, je ne lui ai plus adressé la parole. Je ne voulais plus, je l'ai boudé. Je l'ai boudé. Elle me demandait pardon et je l'ai boudé. Et c'est comme si elle avait irrité quelque chose en moi. Elle m'avait dérangé. J'ai dit, mais attends, on est amis, tout ça, on cause ensemble. Donc tu crois que tu peux te permettre de venir me parler de comme si tu vas me convertir? On ne me convertit pas, moi. Aujourd'hui, quand j'y pense, hein, mais à l'époque, voilà. Et donc, je faisais quand même mes prières et je demandais à Allah de m'aider. Il y a eu certaines filles de l'internat qui m'ont poussé des fois à avoir des comportements qui, aujourd'hui, dans la foi chrétienne, je sais que normalement, on ne doit pas, mais bon. Voilà. Et dans tout ça, au fait, à un moment, je trouvais que j'étais trop proche. Trop proche de Denise, des autres filles. On rigolait trop ensemble. On était trop amis. J'avais plus le temps de pleurer, d'être vraiment dans mon truc de dépression, de solitude, là. Donc, à un moment, voilà quoi. C'est comme, parce que c'était devenu une vie pour moi. C'est devenu une identité pour moi, d'être là, de pleurer, d'être là dans ma dépression. C'était ma routine. Au fait, c'est comme si je trouvais qu'elles étaient un peu de trop dans ma vie. Alors, j'ai décidé de chercher un studio et je suis partie très loin. Loin d'elle. Et j'ai coupé les ponts avec tout le monde. De temps en temps, parce que j'étais à l'école. Et quand j'avais des examens ou des choses comme ça, parfois, si je les voyais, pendant que voilà, je les croisais, elles disaient, ah, mais attends, avant que tu partes, on va prier pour toi, Geneviève. On va prier pour toi. Que le Seigneur t'aide. Bon, écoutez, en tant que... Voilà. Un musulman, généralement, on lui demande si on peut prier pour lui. Il ne va pas refuser, hein, la prière est toujours bienvenue. Je voyais qu'elle faisait des belles phrases. Oh, Seigneur Jésus, vraiment, machin. Et ça coulait tout seul. Ça priait. Au nom de Jésus, Amen. Moi, déjà, après, je dis, bon, c'est vrai que généralement, je prie en arabe. Mais bon, je vais essayer de le faire en français. Donc, je dis, oui, Dieu, merci. Après, je ne savais pas s'il fallait que je le vouvoie, je le tutoie, mais qui suis-je pour le tutoyer déjà? Il est tellement saint que... Vous... Bon... Et maintenant, je ne peux pas dire au nom de Jésus. Hein, donc après, moi, je dis Amen, c'est tout. Voilà. Et je partais. Et elle me regardait, mais voilà, rien. Je ne me sentais pas jugée ou quoi. J'avais toujours ma petite carapace, comme si tout allait bien, mais au fond, ça n'allait pas. Un jour, j'ai craqué. J'en ai parlé à une camarade de classe. Et en plus, c'était l'une de celles qui parlait le plus. Mais j'étais tellement désespérée que je me suis confiée à elle. Je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Et dès le lendemain, elle a pris ma main. Elle m'a emmenée directement dans un centre de planification familiale au centre-ville. Et j'ai vu que là-bas, il y avait une psychologue. Elle m'a dit, Geneviève, ce que tu m'as dit là, c'est trop grave. Il faut que tu ailles la voir. Tu en as besoin. Non, je n'ai pas fait d'histoire. Hein. Moi, je suis montée, je suis allée voir la psychologue. Et je commençais à aller voir régulièrement la psychologue. Je racontais ma vie. Et je pleurais. Je racontais ma vie. Et je pleurais. Et elle me disait, oui, c'est bien, pleurez. C'est bien, ça va vous faire du bien. Parce que c'est comme si vous avez un gros panier avec des grosses pierres. Et elles sont lourdes. Et chaque fois que vous parlez, au fait, vous exprimez les choses. C'est comme si vous prenez une pierre et vous l'enlevez. Ça fait mal. Mais au fur et à mesure, votre sac va être léger. Eh ben moi, je partais, je pleurais. Je ne sentais pas que mon sac était plus léger. Hein? Non. Je pleurais. Je me suis dit, mais à quoi ça me sert? Ça fait des années que je pleure. Ça fait des années que je pleure.
Toutes les nuits, je pleure. Si c'est devant elle aussi, je viens pleurer parce que moi, j'attendais qu'elle me donne une solution. Mais j'ai compris qu'elle était là pour m'écouter. J'attendais la solution, mais elle n'avait pas vraiment de solution. Elle était une oreille pour m'écouter. Et moi, je voulais une solution. Donc, un jour, j'ai pris mon agenda parce que dans mon agenda, j'avais écrit plein de choses. J'avais mon journal intime. Dans le journal intime, je suis venue avec mon journal intime. Je lui ai donné. Et je suis partie et je ne suis plus jamais revenue. En gros, je me suis dit, mais écoute, si elle veut connaître ma vie, hein, il y a tout dans mon journal, elle pourra le lire. Je dis, ben, vous pouvez le lire. Et je suis partie. J'ai repris le cours de ma vie. Et c'est là, comme je vous disais, je me suis éloignée. J'ai pris mon studio. Et un des défis que je m'étais donné, c'était de connaître ce que c'est que l'amour. Parce que... Et de choisir aussi quel serait l'homme avec lequel je pourrais avoir une intimité. Parce que le premier, je n'ai pas pu choisir. Je me suis dit, mais au moins, à défaut de pouvoir choisir le premier, je veux au moins choisir le deuxième. Sauf que j'ai jamais vraiment osé faire le pas parce que je voulais pas que ce soit quelqu'un, que je vais tomber sur quelqu'un qui va juste sur la liste de qui je serais juste un nom dans une liste. Je dis non, non, je veux vraiment quelqu'un qui m'aime. Je veux vraiment quelqu'un qui saura me respecter en tant que femme. J'ai pas envie que ça soit, oui, j'ai connu Pauline, François, Jacqueline, et machin, et Geneviève, et puis après derrière, je dis non. Il peut avoir connu tous ceux qui veulent, mais quand c'est Geneviève, et puis c'est fini. Je ne voulais pas être un numéro parmi tant d'autres. Et en même temps, des fois, je me dis non, mais je vais quand même m'amuser comme tous les jeunes de mon âge, parce que chacune aimait bien raconter ses exploits, et moi j'étais là, j'écoutais. Et on a commencé à me dire, mais t'es bizarre, toi. T'es sûre que t'es pas amoureuse des filles? Parce que on t'entend jamais parler de garçons. Hein. Je dis, mais non, mais... Et alors, j'ai commencé à vouloir faire comme tout le monde. Je me suis inventé un copain imaginaire. Et voilà. Comme ça, on me collait la paix. Et en plus, pour qu'on on ne devine pas que c'est imaginaire, mon copain, il était à Paris. Et moi, j'étais en province. Donc, de temps en temps, j'allais le voir. Mais en réalité, il n'y avait personne. Je n'assumais pas. Je n'assumais pas, j'arrivais pas. Quand j'essayais de me rapprocher de quelqu'un, mon passé me revenait, me ressurgissait. Et j'avais peur des hommes. J'avais peur. Quand je marchais, je regardais mes pieds. Je regardais mes pieds. Quand je passais à côté de quelqu'un, quelle qu'elle soit, je n'assumais pas. Je baissais la tête. Je marchais la tête baissée. Je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la paix. Un jour, je suis partie à fond dans mon délire. Je suis partie en Espagne pour un stage. J'allais me faire des piercings avec la résolution de pouvoir connaître vraiment les choses que je n'ai jamais connues. Et le Seigneur a fait que je suis revenue comme ça. Dieu. Je suis revenue, il n'y avait rien. Je suis partie avec une amie qui était dans le même, si on peut dire ça, dans la même longueur d'onde. Mais le jour où on décidait de faire notre bêtise, en disant, ben, on va sortir, on va voir. Mais ce jour-là, on n'était jamais en accord. On était toujours en désaccord. Ce jour-là, elle est fatiguée, ou bien moi, je suis fatiguée, mais il ne s'est rien passé. Je suis revenue de l'Espagne, il ne s'est rien passé. Et maintenant, j'avais besoin de travailler. On est arrivé en septembre. En septembre 2003. J'avais besoin d'argent. Et du coup, j'appelle une amie qui m'a proposé de faire les vendanges. Je ne savais pas ce que c'était que les vendanges. Les vendanges, je ne connaissais pas, moi. Elle me propose de faire les vendanges avec elle. Et finalement, le temps que je me décide, il n'y avait plus de place. Alors elle me dit, mais écoute, c'est pas grave Geneviève, je te donne les coordonnées d'un autre endroit. Eux, ils prennent. Donc, inscris-toi et tu pourras faire les vendanges, tu vas voir, c'est pas mal, ça va te faire des sous et tout. Ça fait un petit job pour quelques semaines, c'est pas mal. Donc, j'ai appelé. Mais je voulais pas aller seule. Comme je voulais pas aller seule, l'ami en question qui m'a donné les coordonnées était ailleurs. Alors, je me suis dit, ah ouais, au fait, il y a Denise, qui est une étudiante. Et je suis sûre qu'elle ne va pas refuser de gagner un peu de sous. Hein. Souvent, en tant qu'étudiant en galère, là, donc je pense qu'elle va pas... Je pense qu'elle va accepter.
Alors, je l'ai appelée, je lui ai dit, mais écoute, Denis, ça te dirait de faire les vendanges avec moi et tout? Tout de suite, elle m'a dit oui. On s'est inscrite. On partait ensemble. Ma grande surprise, j'ai découvert ce qu'étaient les vendanges. Moi, qui n'avais jamais travaillé, qui connaissait même pas, qui avait du mal même des fois, qui me plaignait pour faire la vaisselle à la maison, qui ne faisait pas mon lit, qui ne rangeait pas ma chambre. Et je me plaignais quand maman voulait que je le fasse parce que je trouvais qu'il y avait une femme de ménage qui était payée pour ça. Eh ben, me voici avec mes bottes, avec ma combinaison, avec les cisailles pour aller couper le raisin dans les vignes, dans les champs de vignes. Et je coupais, je coupais, je coupais. En plus, j'étais lente. On est tombé dans un endroit où il était vraiment raciste. Et je sais pourquoi je dis ça. On était en train de couper. Déjà que j'ai pas l'habitude, j'étais trop lente à leurs yeux. Et visiblement Denise aussi. Et des fois, on nous donnait des réflexions très dures, très dures. Oh, les deux grosses noires, là, dépêchez-vous! Aujourd'hui, j'en rigole. Mais bon, voilà, c'était... Ils sont pas tous comme ça, mais on est tombé dans un endroit comme ça. Je me suis dit, mais c'est... Et je me dis, avec du recul, je me dis, mais c'est Dieu qui a permis, quoi. Parce que c'était vraiment pour que je prenne une grosse claque. Je me suis dit, mais je ne suis rien. Ici, je ne suis personne. Au pays, quand je dis le nom de mon père ou de, je sais pas, on voit tout de suite qui je suis. Mais ici, je ne suis rien. Personne. Ah, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait vraiment très bizarre. Et je partais le soir, rempli de boue, selon qu'il ait plu ou quoi. Et je partais dans mon petit studio. Et ça me traumatisait tellement que même quand je fermais les yeux, je voyais du raisin. J'ouvre les yeux, je vois du raisin. Je me couche, je dors, je vois du raisin. Et voilà, je vois du raisin partout. Je dis, eh ben, dis donc, on dirait au temps de l'esclavage, là, on coupe dans les couchons de coton ou de canne à sucre. Je dis, mais c'est pas possible. Et j'avais mal partout. J'ai dit, ah. Eh ben, en fait, je ne suis rien, quoi. Je suis comme tout le monde. Et bizarrement, quand je vais me coucher, c'est là que je commence à avoir des rêves. Je commençais à avoir des rêves.